France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos. 12 jours qu'un procès hors norme a commencé, 12 jours que l'on entend l'indicible, l'histoire de Gisèle Pelicot, une femme violée durant 10 ans par plus de 50 hommes recrutés par son mari sur Internet. Une femme inconsciente au moment des faits, sous soumission chimique, son mari lui faisant prendre des somnifères à son insu. Avant qu'une enquête policière ne soit diligentée contre son époux, Gisèle Pelicot n'avait aucune connaissance des viols dont elle avait été victime. Au commissariat, l'enquêteur lui montre les photos et vidéos retrouvées dans l'ordinateur de son mari. Et là, sa vie vole en éclats. « Je suis inerte, dans mon lit, et on est en train de me violer. Mon monde s'écroule », déclara-t-elle au procès. Ces inconnus qu'elle a découverts abusant d'elle, comment pourra-t-elle les affronter ? Comment une telle confrontation peut-elle l'affecter psychologiquement ? On sait toute la difficulté qu'il y a à vivre après un viol ou juste à survivre. Mais lorsque la victime est inconsciente au moment des faits, le traumatisme est-il particulier ? Chaque année, des centaines de victimes subissent ce cauchemar sous somnifères, GHB, alcool, cannabis. Un cauchemar dont elles ont pas ou peu de souvenirs, mais qui s'inscrit dans leur cerveau par la mémoire traumatique. De quoi s'agit-il ? Est-ce la même chose que l'amnésie traumatique vécue par des victimes, souvent des enfants abusés ? Pourquoi oublie-t-on ? Est-ce utile ? Où vont nos souvenirs ? Et quand ils ressortent, comment les gérer ? Pour en parler, nous sommes avec Muriel Salmona. Muriel Salmona, bonjour. Bonjour Marine. Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la question et vous publierez en novembre chez Duno « Comment enrayer la fabrique des agresseurs », livre dans lequel vous parlez également de votre histoire. On va y revenir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, auditeurs, de nous écouter sur ce thème difficile mais essentiel. Quand on est drogué, inconscient au moment de ce crime, qu'est-ce qui s'inscrit dans le cerveau malgré nous ? Gisèle Pelicot dit bien qu'elle a tout découvert quand elle a vu, mais qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau quand même ? Oui, alors c'est pas parce qu'on est drogué, inconsciente, qu'il n'y a pas un système d'alarme qui se met en marche en fait dans le cerveau, qui est à l'action en quelque sorte aussi chez les fœtus par exemple dès la naissance. Et c'est un système archaïque de survie. Qu'on a tous et que les animaux ont et qui identifie en fait un danger qui est un danger d'atteinte à l'intégrité, de mort, et il se met en marche et il crée un stress extrême que là rien ne va pouvoir contrôler puisque la victime, là, on peut même, là, parce que sinon on parle de sidération, mais là, de toute façon, ses fonctions supérieures sont déconnectées par la soumission chimique. Donc, rien ne va contrôler ce stress qui représente un risque vital pour le cerveau, cardiovasculaire, neurologique, avec des taux d'hormones de stress, adrénaline et cortisol qui sont sécrétés à ce moment-là. Et le cerveau va devoir disjoncter pour arrêter le circuit émotionnel, stopper la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, avec aussi la sécrétion d'un cocktail de drogue qui va dissocier la victime, même encore plus, et qu'elle naît avec la situation de soumission chimique et son inconscience. Et c'est ça qui va créer une mémoire traumatique. Alors non pas de choses qu'elle a vues, puisqu'elle n'est pas consciente, mais c'est son corps, c'est tout ce qu'elle va ressentir en termes de stress, de douleur. Et c'est aussi l'amygdale cérébrale va enregistrer l'agresseur. Il va enregistrer ce qu'il fait, ce qu'il dit, ses chuchotements. Il va enregistrer pas mal de choses et qui ne pourront pas du tout être décryptées pendant les faits, puisque la victime est totalement déconnectée, mais qui ensuite sont susceptibles de ressortir, mais de façon totalement incompréhensible. Effectivement, il n'y a pas donc de souvenir de ces faits en eux-mêmes, mais il peut y avoir bien sûr des souffrances physiques liées au viol. D'ailleurs, elle en a parlé, elle a eu des douleurs génitales qui ont fait entraîner 10 ans d'errance thérapeutique, parce qu'on n'a évidemment pas compris. Mais il y a effectivement des symptômes psychiques qui peuvent vous accompagner des années durant. Oui, avec un sentiment de danger, un sentiment de stress. Elle peut revivre justement ce moment de stress extrême. Ça peut être aussi plein de sensations qui vont être très très étranges. Elle va se demander pourquoi elle a l'impression d'être mobilisée, par exemple, sans pouvoir comprendre pourquoi. Bien entendu, toutes les douleurs. Et puis tout ce qui va effectivement être vécu corporellement, c'est-à-dire les mouvements, ce qu'on appelle tout ce qui est mémoire kinesthésique,
Et tout ça va revenir la hanter. C'est-à-dire que ce n'est pas les souvenirs qui reviennent, mais c'est ces sensations et ces impressions qu'on ne comprend pas. Voilà. Et dans le cadre de la mémoire traumatique, en général, même quand les victimes ont des souvenirs, il y a aussi justement toutes ces sensations, ces émotions, ces ressentis, tout ce qui a été, vous savez, on parle beaucoup des odeurs, des bruits, tout ça est enregistré, et c'est enregistré en fait dans une structure qui n'est pas du tout la structure habituelle qui enregistre la mémoire, qui est l'hippocampe, qui est un système d'exploitation de la mémoire. Mais là, c'est un système qui n'est pas conscient, donc où tout va être enregistré de façon indifférenciée, comme un magma. Mais pourquoi on va l'enregistrer dans cette zone-là et pas dans l'hippocampe, parce que justement, au moment de la disjonction, au moment où le cerveau disjoncte pour protéger la victime, pour éviter un risque vital, le circuit émotionnel est interrompu et le circuit de la mémoire est associé au circuit émotionnel. C'est le même système, ce qu'on appelle un système limbique. Et du coup, il ne va pas y avoir d'enregistrement dans l'hippocampe. Donc ça ne va pas être une mémoire autobiographique. Ça ne va pas être une mémoire où on sait ce qu'on a vécu avec des repères temporaux-spatiaux. Tout ça va être déconnecté et ça va rester mélangé comme un magma et de façon totalement incompréhensible. Je vais juste revenir sur un mot que vous avez prononcé, qui est le mot de sidération, qui est effectivement différent, mais qui accompagne des victimes de viol qui tout d'un coup ne se défendent pas, voilà, qui restent effectivement sidérée, et ce qui peut parfois servir à dire mais en fait elle ne s'est pas débattue donc elle était consentante, c'est un phénomène aussi qui est tout à fait explicable, la sidération. Oui, tout à fait, et ça fait partie de la stratégie agresseur. L'agresseur, lui, il a besoin de pouvoir contrôler la victime, de pouvoir faire en sorte qu'elle puisse pas se défendre, de pouvoir faire ce qu'il veut avec elle, comme il veut, et sans risque. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il va mettre en place dans le cadre de ces mises en scène. Et la première chose qui est très efficace, c'est de sidérer la victime. Alors on la sidère comment ? Soit par la terreur, soit par un basculement. D'un seul coup, un regard d'assassin, alors que tout se passait bien et que c'est quelque chose qui bascule, des termes d'un seul coup dégradants. Enfin, ils ont à leur disposition plein d'outils pour faire en sorte que la victime, d'un seul coup, ne comprennent plus rien, basculent, et ça paralyse dans l'impensable, en fait, et ça paralyse les fonctions supérieures. Et du coup, elles sont paralysées un peu comme dans la situation de soumission chimique. Et comme les fonctions supérieures sont paralysées, la victime ne peut pas penser l'événement, ne peut pas identifier ce qui se passe, elle le subit, et l'amygdale cérébrale, qui a allumé le stress, qui a allumé une réaction de stress, elle va continuer à monter en puissance, puisque rien n'est là pour pouvoir contrôler le stress qui monte et pour y réagir. Et c'est comme ça que le cerveau va aussi disjoncter et entraîner une dissociation traumatique. Souvent, les gens confondent sidération et dissociation traumatique. La sidération, la victime ne peut pas bouger, ne peut pas penser. Dans la dissociation, elle n'a plus d'émotion, elle est anesthésiée émotionnellement, et ça donne un sentiment de déréalisation, dépersonnalisation, d'être spectateur de l'événement. Elle n'a plus la capacité de se défendre, et elle est à la merci totale de l'agresseur. Et là aussi, on va reprocher aux victimes de ne pas avoir fui, d'être restée. Dans ces souvenirs enfouis, on parlera des techniques qui peuvent apprendre à la victime ce qu'elle a vécu. Mais déjà, la mémoire des événements, est-ce qu'elle peut d'abord entièrement revenir ? Et est-ce que c'est utile ? Ça donne du sens à quoi, en fait, de savoir pourquoi tout d'un coup on a ces attaques de panique, pourquoi on croit qu'on va mourir, pourquoi on a une vie quand même très détruite ? Alors, c'est essentiel, parce que quand on est comme ça, assailli par plein de choses qui sont incompréhensibles, qui vous mettent dans un état de malaise atroce, vous pensez que vous avez, des problèmes psychiatriques, vous comprenez rien, vous voyez pas à quoi c'est dû, vous êtes perdu, vous avez un sentiment continuel d'être hors de votre vie ou d'être que tout est un enfer, et d'un seul coup tout prend sens, tout se met à être décrypté, et ce décryptage permet de reprendre le contrôle de tous ces événements et toute cette mémoire traumatique qui va s'allumer aussitôt que quelque chose va rappeler l'événement. Un mouvement, une sensation, un bruit, une situation, tout peut rappeler l'événement. Et à ce moment-là, plus on comprend, plus on décrypte, moins la mémoire traumatique en fait vous envahit, moins vous redisjonctez, moins le traumatisme en fait arrête de s'aggraver
de mois en mois, d'année en année, ou voire toute la vie. Donc c'est ça qui va permettre petit à petit de désamorcer cette mémoire traumatique et de l'intégrer en mémoire autobiographique. Alors l'intégration en mémoire autobiographique, là, en cas de soumission chimique, c'est pas l'intégration de quelque chose qu'on a vu. On n'a pas le film de ce qu'on a vu. Alors là, elle va avoir le film de ce qui s'est passé, mais ça fait pas partie de sa mémoire, voilà, de sa mémoire traumatique. On peut se dire qu'effectivement, se confronter à ses agresseurs, voir leur regard, voir tout ça, ça va être d'une violence inouïe. La pire violence, c'est ce qu'elle a vécu quand même. Voilà, c'est quand même ce qu'elle a vécu. Voilà. Alors ça va réactiver, bien entendu, sa mémoire traumatique, parce qu'il y a plein de choses qui vont faire lien, bien entendu. Mais au moins, ça va lui donner plein d'éléments pour décrypter petit à petit, surtout si elle fait un travail psychothérapique spécialisé, pour décrypter, tiens, ça, ce que je ressens, c'est lié à ça, c'est lié à ça. Et d'un seul coup, tout s'éclaire. C'est lié à ce qu'a fait cet agresseur. Nous, on travaille beaucoup aussi parce que c'est l'agresseur qui mène la danse dans ces cas-là. C'est lui qui génère tous ces troubles, c'est lui qui génère la sidération, c'est lui. Et du coup, il faut vraiment faire en sorte que... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une mémoire traumatique qui est un magma où tout est mélangé, c'est-à-dire tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vécu, les violences, mais tout ce qu'a dit, ça fait l'agresseur. Le fait, tous ses propos dégradants, toute sa violence, sa haine, son excitation perverse, tout ça est mélangé. Et du coup, ça peut pas s'intégrer parce que on mélange des choses qui appartiennent à la victime, qui appartiennent à l'agresseur. Et nous, le travail que l'on fait, c'est vraiment de séparer les choses, de dire ça appartient à l'agresseur. Ça, si j'ai des images, des sensations comme ça, ou des mots comme ça, parce que l'amygdale cérébrale a pu intégrer des mots qui ont été dits. Des mots dégradants, etc. Et du coup, après, les victimes peuvent d'un seul coup avoir des mots qui reviennent. Vous savez, c'est un peu comme les personnes âgées qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, qui, lorsqu'elles deviennent dépendantes, du coup, sont en insécurité, leur mémoire traumatique jaillit, et d'un seul coup, elles tiennent des propos obscènes, et la famille ne comprend pas d'où ça vient. Ça vient de... Voilà. On continue bien sûr à parler de cette mémoire traumatique, mais aussi de l'amnésie traumatique et de la prise en charge de ses victimes. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Voilà, toujours sur France Culture avec Muriel Salmona, une émission préparée par Anne-Claire Bazin, à la réalisation Thomas Jost, Ludovic Auger à la technique et Félix Delacour à la vidéo. On parle depuis tout à l'heure de mémoire traumatique. La différence entre mémoire traumatique et amnésie traumatique? Alors, il y a une différence énorme. Donc, la mémoire traumatique, c'est tout ce qui a été enregistré dans cette amygdale cérébrale et qui est piégé, et donc non intégré, comme je l'ai expliqué, et qui va revenir hanter la victime et la coloniser complètement. L'amnésie traumatique, ça a à voir avec la dissociation traumatique. Le fait d'être dissocié, donc quand le cerveau a disjoncté et qu'il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de ressenti émotionnel, il n'y a plus de douleur. C'est-à-dire que la douleur est là, mais on ne la ressent pas émotionnellement. Vous savez que la douleur, c'est surtout du ressenti émotionnel. Du coup, la victime, elle a l'impression d'être complètement déshabitée, dévitalisée. On se bat, on se défend avec nos émotions, avec ce qu'on ressent. Et puis, on va aussi avoir une mémoire très active par rapport aux événements qui ont été très forts émotionnellement. Si vous n'avez plus d'émotion, vous êtes dans un brouillard total. Et les événements perdent de leur substance. Vous savez, c'est un peu comme en montagne. D'un seul coup, vous avez le brouillard, vous n'arrivez même plus à... du coton, quoi. Voilà, du coton, vous voyez même plus la montagne. Elle a été là, mais on n'y a plus accès. Et du coup, les victimes, du fait de cette amnésie traumatique dissociative, n'ont plus accès à leur mémoire. Mais elle est là. Elle est bien présente. Et ils ont la souffrance Mais ils ont la souffrance. Alors, ils sont dans un état dissociatif, c'est-à-dire qu'ils ont de la souffrance, mais ça ne s'exprime pas. C'est très, très violent. Ça donne l'impression d'être dans une 4e dimension, d'être dans quelque chose qui est complètement étrange, avec des sentiments de déréalisation. Il y a souvent des addictions, des volontés suicidaires. Alors ça vient ensuite, parce qu'il y a vraiment un sentiment aussi d'écorporalisation. On n'est plus là, on est comme un pantin, on est comme un zombie. Et du coup, ça permet à l'agresseur de faire ce qu'il veut de la victime. Et puis, ça lui garantit le fait d'être amnésie. Plus la dissociation est forte, plus il est présent. C'est pour ça que les amnésies traumatiques sont souvent fréquentes quand les violences ont lieu en intrafamilial, dans l'enfance, et sont répétées dans la durée, parce que les enfants ne peuvent survivre qu'avec ces dissociations. La dissociation traumatique, c'est ce qui permet de survivre à un stress extrême qui, sinon, serait fatal.
On peut mourir de stress. Un enfant, facilement, peut mourir de stress au niveau cardiovasculaire avec un arrêt cardiaque. Mais du coup, grâce à ces dissociations, il ne va pas mourir, mais il va être complètement déconnecté. Et c'est ça qui donne aussi l'impression que les victimes sont pas là, pas présentes, paraissent indifférentes. Souvent, on se rassure facilement avec les enfants qui sont très traumatisés parce qu'ils continuent à jouer de façon automatique. Ils ont l'air de ne pas avoir été affectés, alors qu'ils sont dans un état qui est un état où ils sont extrêmement traumatisés, comme si... Et ces amnésies, après cette dissociation, peuvent durer longtemps ou pas? Ça peut durer des années? Alors, les amnésies, elles sont d'autant plus fréquentes, du coup, que l'enfant est très jeune, sans parler des amnésies physiologiques avant 2 ans, voilà. Mais d'autant plus que l'enfant est très jeune, que les faits ont duré longtemps, qu'ils sont particulièrement sévères et graves, parce que ça disjoncte encore plus, et qu'ils ont lieu dans le cadre de la famille, par un proche. Parce que ça va être encore plus impensable. Et puis surtout, ils vont être exposés à l'agresseur. Et tant que les victimes sont exposées à l'agresseur ou au système agresseur ou au contexte de l'agression, ils vont rester dissociés. Donc ils peuvent rester dissociés des années, des dizaines d'années. Quand c'est la famille, on peut rester en contact avec sa famille et on peut rester dissocié 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pour ça que, par exemple, l'Espagne avait décalé le début de la prescription à l'âge de 30 ans, en se disant que 30 ans, c'est le moment où les gens commencent à pouvoir sortir de leur univers familial, à créer leur propre univers, et c'est ce moment-là où ça revient. Donc il faut... Voilà. Mais, et du coup, la victime... Elle va pas bien, elle sait qu'il s'est passé des choses, elle a souvent des flashs qui ont précédé le moment de la disjonction. Donc elle se rappelle de quelque chose qui a commencé, mais les faits les plus graves ont disparu. Qu'est-ce qui, du coup, spontanément peut faire... Parce qu'il y a des techniques, on va y venir, mais qu'est-ce qui spontanément peut faire ressortir ces souvenirs? Alors, pourquoi tout d'un coup, à 40, 50 ans, ça ressort? Oui, alors le plus souvent, les souvenirs ressortent. La plupart des victimes n'ont pas été identifiées, n'ont pas été protégées, n'ont pas été prises en charge. Voilà, la justice n'est pas passée, donc elles ont survécu seules comme elles pouvaient. On va en parler avec les techniques les stratégies de survie dont fait partie l'alcool, etc. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient pour survivre. Et puis, à un moment, et donc elles restent dissociées. Et à un moment donné, pour différentes raisons, elles sont plus exposées à l'agresseur. Elles sont à distance. Elles ont créé leur propre famille et tout ça. Donc elles sortent ou elles sont sécurisées pour différentes raisons. Et là, elles sortent de leur dissociation. Et à ce moment-là, parce qu'elles sont plus en danger. Tant qu'on est en danger, on est en dissociation. Et à ce moment-là, leur mémoire traumatique va exploser à la moindre situation qui va rappeler les événements. Donc, ça peut être un film où on voit quelque chose, ça peut être une sensation, une douleur, un problème de santé, un examen médical, un accouchement, par exemple. Un accouchement, de subir une autre violence d'un seul coup. Et d'un seul coup, ça revient, ça envahit la victime, et ça l'envahit, alors là, avec des images, des flashs, des réminiscences, des sensations, des cauchemars, et elle se demande ce qui lui arrive. C'est un tsunami émotionnel. Et là, il faut très vite accompagner. Il faut très vite l'accompagner, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les souvenirs reviennent, ça paraît d'une violence inouïe. Les gens ont l'impression de basculer quasiment dans la folie, parce qu'ils ont l'impression qu'elles sont en danger, qu'il y a des gens qui rentrent dans leur chambre, etc. Elles revivent. Elles ont plein de symptômes, mais enfin, elles revivent, en quelque sorte. Pour de vrai. Tant qu'elles étaient dissociées, elles étaient déconnectées d'elles-mêmes. Et là, enfin, elles reprennent pied avec elles-mêmes. Si elles sont prises en charge tout de suite, là, on fait un travail remarquable, rapide, parce qu'on a tous les symptômes, on a tous les éléments. Mais si elles n'ont pas de prise en charge, elles peuvent être traitées comme si elles avaient des problèmes psychiatriques, beaucoup se retrouvent. Et puis, sinon, pour survivre avec une mémoire traumatique, c'est l'enfer, une mémoire traumatique. Ça vous fait revivre les pires moments. Ça vous fait revivre une détresse totale. Vous ne comprenez pas pourquoi. Si l'agresseur a voulu vous tuer, a essayé de vous étrangler, tout ça, vous avez l'impression que vous ne méritez pas, que vous revivez cette suffocation, vous revivez les phrases de l'agresseur atroces, donc vous avez une image de vous catastrophique. Et puis, vous pouvez vous retrouver aux urgences tellement les douleurs sont extrêmes et l'état de stress est tellement extrême que vous avez même des constantes biologiques qui font que tout le monde est très inquiet. Enfin, on peut vous identifier plein de... Et pour pouvoir survivre, il n'y a que 2 façons de survivre, 2 stratégies de survie possibles si on n'est pas pris en charge. C'est des conduites de contrôle et d'évitement pour ne plus bouger.
parce qu'on est sur un terrain miné où ça peut exploser, on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'on ne comprend pas, même si on sait que, on identifie que ça vient de violences qu'on a vécues, on ne comprend pas tous les éléments de la mémoire traumatique. C'est ce qu'on fait dans le cadre du travail, de les décrypter. Et du coup, les personnes, petit à petit, ils vont éviter toutes les situations où la mémoire traumatique s'allume. Ils vont être dans retrait, en contrôle, avec des phobies, des conduites obsessionnelles pour surtout vérifier que les portes sont bien fermées, parce qu'avec la peur d'une intrusion, enfin, vous voyez, elles vont avoir plein de stratégies d'évitement, même de ne plus penser, de ne plus voir personne. Tout ça sans comprendre. Sans comprendre, mais ça marche. Enfin, ça peut, sauf qu'on est dans un univers où on va les obliger à avancer, enfin, où de toute façon, c'est pas possible de ne pas avancer. Et l'autre moyen, c'est les addictions, c'est ça? Alors oui, alors ça, pour comprendre pourquoi, parce que les autres moyens, c'est tout ce qui est conduite à risque, et ce qu'on appelle des conduites dissociantes à risque et les mises en danger. Très rapidement, une victime, quand elle a une mémoire traumatique insupportable, elle a l'impression que c'est pas possible, qu'elle va mourir de stress, que elle a une tension atroce, elle se tape la tête contre les murs, elle se mord, elle se cogne, elle se fait mal, et d'un seul coup, ça s'apaise. Ça a l'air de s'apaiser. En fait, la victime va rapidement faire monter encore plus la tension de la mémoire traumatique pour que le cerveau disjoncte. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle expérimente que se mettre en danger, avoir plein de conduites à risque, ce qui peut paraître complètement paradoxal, parce que des jeunes filles qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance peuvent être dans des conduites d'évitement, jamais un homme les touche, elles ne supportent pas le regard des hommes, etc. Et quand elles ont une mémoire traumatique qui s'allume, elles peuvent se mettre sur Internet et se déshabiller sur Internet avec un grand pervers en face, enfin, avec des stratégies. Et puis c'est aussi, alors du coup, c'est de faire monter le stress par plein de conduites de mise en danger pour faire disjoncter le cerveau. Et du coup, le cocktail morphine-kétamine est sécrété par le cerveau et elle se retrouve déconnectée, dissociée. Et du coup, ça semble aller mieux. Ça apaise. On peut aussi les secouer, les frapper, les mettre sous une douche froide, les mettre dans une chambre d'isolement. Et du coup, ça va les calmer aussi. Mais parce que ça va les disjoncter. Ça ne va pas les soigner. Et la disjonction... cette forme de disjonction réalimente la mémoire traumatique puisqu'elles subissent des violences. Alors ça peut être aussi des automutilations. Elles peuvent vraiment être très très en danger. L'autre technique, c'est de prendre des produits dissociants. C'est-à-dire de faire l'équivalent de ce que sécrète le cerveau avec de la drogue. On n'est jamais drogué, on n'est jamais toxicomane, on n'est jamais alcoolique pour rien. On l'est parce qu'on a subi de graves violences dans l'enfance le plus souvent. Voilà. Et puis des médicaments, parce que le plus souvent, malheureusement, la prise en charge de ces conduites, de cette mémoire traumatique, va passer beaucoup plus par des stratégies violentes sur les victimes. Alors, quand on sait qu'une amnésie peut durer des dizaines d'années, on comprend déjà que les victimes aient de grandes difficultés à obtenir justice. On en parle dans un instant, on parle aussi de vous, de la victime que vous avez été, peut-être que vous êtes toujours. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé, on parle violence sexuelle, mémoire traumatique avec Muriel Salmona, psychiatre. Grâce aux victimes qui se sont battues, grâce à des experts comme vous, la loi a changé, je le disais, depuis 2018. Le délai de prescription en matière de viol sur mineur est de 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu'à ses 48 ans. 20 ans si la victime est majeure. On mesure l'importance de cette nouvelle loi et donc de votre combat, un combat que vous portez sans relâche. Et un jour, vous avez dit, je vous cite, « Je me suis beaucoup exposée en matière de combat. Il était temps que je le fasse en tant que victime. » C'est à 64 ans, quand la vague MeToo inceste a déferlé sur Twitter, que vous avez tweeté. J'avais 6 ans. C'est une personne de ma famille qui m'a livrée à des pédocriminels. À ce crime a succédé donc une amnésie traumatique, une dissociation. Ce que vivent nombre de victimes, vous le disiez, les souffrances psychologiques, la confiance en soi, l'estime de soi détruite, la mise en danger de soi-même, vous l'avez vécu? Oui, je l'ai vécu. J'ai vécu effectivement toute une période déjà où j'étais pas présente du tout. J'ai eu plusieurs années, quasiment toute ma scolarité primaire, puisque c'était à 6 ans que ça m'est arrivé, où j'ai aucun souvenir, où j'ai traversé ça comme un zombie. J'étais dernière de ma classe, j'étais dans un état où j'étais absente, inexistante, j'étais pas là. Et puis, à un moment donné, mon univers familial s'est un tout petit peu calmé, ça s'est un peu stabilisé. Du coup, je suis sortie de là et j'ai pu reprendre un peu pied, mais avec plein de symptômes, et puis avec
envahi par pas mal parce que je veux dire, dans ces cas-là, on a beau être amnésique, il y a plein de flashs, il y a plein de sensations, on a une haine de soi, une haine de son corps qui est son pire ennemi, on a des images de violence sexuelle quand on est enfant, puis qu'on voit une image de violence sexuelle, de pénétration et tout ça. Enfin, on comprend pas d'où ça vient, quoi. Je veux dire, c'est affreux. Puis on se dit on peut penser qu'on est un monstre, quoi. On réentend des phrases, on réentend des mots qui sont pas les nôtres. Enfin, on est tellement colonisé par plein de choses qui sont incompréhensibles. Alors moi, je me souvenais très précisément de ce qui avait précédé le moment où j'avais été livrée à ces hommes. Ma mère, on avait une boucherie qui était en situation de faillite et ma mère livrait de la viande dans une villa où il y avait plein de gens qui étaient des producteurs de cinéma, voilà. Enfin, c'était tout ce milieu-là, que je connaissais pas du tout. Et je me souviens quand j'ai été laissée là sur un tabouret. Et puis après, blackout complet. Mais j'avais plein de symptômes qui correspondaient aussi. Il neigeait ce jour-là. Et du coup, je ne supportais pas la neige. C'était insupportable de marcher dans la neige. Ça me mettait dans un état de détresse. Il y a plein de choses comme ça. Bon, mes petits amis que j'avais, mes amis, pour me toucher, c'était toute une histoire. Enfin, je ressentais aucun plaisir. Enfin, et puis, j'avais toujours ces images quasi pornographiques dans la tête, puisqu'ils m'avaient utilisée de cette façon-là en tant qu'enfant. Je pense que j'ai été filmée, certainement, mais je ne sais pas. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. Et c'est vrai que petit à petit, là, je me suis dit, mais c'est pas normal d'avoir tout ça dans la tête. C'est pas moi. Enfin. Et comme mon père, en plus, avait été extrêmement traumatisé par la guerre, puisqu'il avait fait la guerre d'Indochine, par son enfance extrêmement aussi violente. Enfin, il avait subi beaucoup de violences. Et que je le voyais fonctionner. Je voyais son alcoolisme. Il fumait 2 paquets de cigarettes par jour, il buvait, il est mort à 48 ans, très jeune. J'ai commencé à avoir des similitudes, et puis surtout quand j'ai fait médecine, et tout ça, j'ai vu que tout... Avec mes amis aussi, pendant mes études, tous les patients je voyais qu'ils avaient les mêmes symptômes que moi, en quelque sorte. Et qu'à chaque fois que je leur posais des questions, ils me parlaient d'enfance dramatique. Moi, je savais que j'avais eu une enfance terrible. Ma mère était extrêmement violente. Je ne me rappelais pas de cet événement-là précis, mais je me rappelais de plein de situations de violence. En plus, elle multipliait les amants qu'elle faisait venir chez moi. Donc, il y avait toujours des situations vraiment pas claires. Et des choses dégradantes qui se produisaient. Donc je savais tout ça. Mais ça n'expliquait pas ces symptômes-là. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà. Enfin, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, alors, il y a 2 choses qui sont importantes. Vous vous êtes dit, je suis pas un monstre, je suis pas une folle. Voilà. J'ai eu des profs géniaux. L'éducation nationale m'a sauvée. J'ai eu des profs géniaux à partir du collège. On a cru en moi, enfin, alors qu'avant, croire en l'enfant. Voilà, croire en l'enfant. Ils ont vraiment facilité le fait que je développe des compétences artistiques, des compétences en mathématiques. Du coup, je voulais être prof de maths, prof de dessin, enfin voilà. Et puis quand mon père a été malade, j'ai vu les médecins fonctionner, qui m'ont Enfin, je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour jouer ce rôle-là, mais c'est moi qui me suis occupée de mon père, c'est à moi qu'on a annoncé son cancer. Enfin, du coup, je me suis responsable. Et puis voilà, j'ai décidé de faire médecine, mais je me suis toujours dit, là, les enfants, on les détruit. Enfin, j'avais vraiment cette sensation que c'était pas qu'on naissait pas débile, qu'on naissait pas incapable, qu'il y avait quelque chose qui vous détruisait, et que cette chose qui vous détruisait, elle pouvait être réparée aussi par des gens qui se préoccupaient de vous. J'étais fille unique, donc j'étais très seule dans mon univers familial. Et votre combat, effectivement, c'est d'écouter les enfants, de les croire, et de reconnaître ce qu'ils ont subi. Voilà. Et je me suis dit, je l'écris dans mon livre, à l'âge de 13 ans, je me rappelle très exactement de l'endroit. Je me suis dit, j'avais lu
Chien perdu sans collier, là, de Gilbert Cesbron. J'avais adoré. Je commençais à lire beaucoup et tout ça. Et je m'étais dit, voilà, non, je ne veux pas que ça continue. Je savais qu'aussi qu'en tant que fille, même à l'âge de 13 ans, à quel point il y avait des gens qui cherchaient à m'agresser sexuellement, les regards, les exhibitionnistes, tout ça. J'ai dit, je veux lutter contre ça. Je veux que ça s'arrête. Donc je me suis dit, je me battrai toute ma vie. À 13 ans, je me suis dit que je me battrai. Et ensuite, et vous vous êtes battue pour vous et pour les autres. Voilà. Merci, mais infiniment, d'être venu. Vraiment, je rappelle votre livre qui va sortir en novembre chez Duno, Comment enrayer la fabrique des agresseurs. C'est pas possible de rappeler juste une chose. Oui. C'est que tous ces symptômes que je vous ai décrits, tout ça, ça entraîne des conséquences sur la santé, sur la vie des victimes énormes. Avec une espérance de vie réduite. Avec une espérance de vie réduite, mais que tout ça, on peut l'éviter avec une prise en charge qui fonctionne, de l'espoir, qui est efficace. Quand même, pour et c'est ce qu'on a voulu faire passer comme message avec la civisme. Merci beaucoup. Vous pourrez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. N'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast de l'émission sur l'application Radio France. La semaine prochaine, on recevra Agathe Nathanson, qui est comédienne, qui reviendra sur le difficile rôle d'aidant à travers son expérience personnelle auprès de son mari, Jean-Pierre Mariel, mort de la maladie d'Alzheimer.